Je vais vous proposer un biais qui va venir en complément de ce qui a été fait par Johan. J'essaie de ne pas trop répéter ce qu'il a dit sur certains points. Mais globalement, je suis assez sidéré par ce que je rencontre, un, chez mes clients, et deux, chez les, on ne va pas appeler ça les responsables informatiques, mais en tout cas les référents informatiques qui sont chez les clients, et également par des administrateurs que je suis amené à former régulièrement, comme plusieurs d'entre vous ici. Je ne sais pas si vous aurez rencontré les mêmes phénomènes que moi, mais des fois, ça fait un tout petit peu peur. Donc je vais revenir sur des notions extrêmement basiques à certains moments. Ne vous offusquez pas, ce n'est pas du foutage de gueule, c'est exactement le contraire. C'est se dire, attention, ces notions-là, même pour des administrateurs de certains gros musées parisiens, ne sont pas claires. Et vous allez voir que quand je dis basique, c'est basique. C'est important, ça me permettra de rebondir un petit peu sur les notions qui consistent à faire de l'administration de Mac. Qu'est-ce que c'est qu'un Mac? Qu'est-ce que c'est de l'administration? Qu'est-ce que c'est que l'administrateur? Et où on en est? Parce qu'on est dans une situation extrêmement bancale. Si mes prédécesseurs n'ont pas réussi à vous en convaincre, vous allez vous rendre compte qu'effectivement aujourd'hui, pour l'administrateur de PME, c'est-à-dire avec une société qui n'a pas les moyens de s'offrir les services de certaines grosses sociétés, qui n'a pas les moyens de s'offrir des outils type MDM et qui n'en veut pas, ben, vous êtes dans une situation où vous êtes un petit peu au milieu du gué. Le chemin le plus court pour passer de la barbarie à la décadence passe par la civilisation. Vous l'avez peut-être déjà entendu, c'est une excellente citation de Jacques Brel dans L'aventure c'est l'aventure, un des très bons Lelouch. Pourquoi parler de ça? Tout simplement parce que la civilisation, on y a été. Il n'y a pas si longtemps, Apple était vraiment au fait de pas mal de choses, et depuis quelques années, ça commence à baisser. C'est le milieu du gué que j'évoquais à l'instant. Alors, où est-ce qu'on se situe à l'heure actuelle? D'abord, comprendre un petit peu ce qu'on va essayer d'aborder ici. Ce n'est pas une formation. J'ai sabré énormément dans toutes les parties, on va dire, techniques, ou on va dire main dans les fils, tout simplement pour ne pas vous noyer dans des détails qui n'auront pas forcément d'intérêt pour certains d'entre vous. Google is your friend, si vous avez des questions sur certains trucs particuliers. YouTube est bourré, peut-être moins sur ces thèmes-là, de formations, de présentations. Certaines sont très très bonnes, des executive summary de 2 à 3 minutes, qui sont largement suffisants pour prendre en compte une notion importante, un petit peu à la manière de ce qu'a présenté Johan tout à l'heure, se dire, ok, ça existe, trouvons un gars qui sait faire ça, c'est souvent à ça qu'on est amené aujourd'hui à se confronter. Et puis, lisez le manuel. Les concepts. On va parler d'informatique, on va parler d'informatique personnelle et d'informatique professionnalisée. Alors, pourquoi professionnalisée et pas professionnelle? Est-ce qu'il y en a certains parmi vous qui ont bossé sur des plateformes autres que Windows, Unix, Mac, du gros système? HP 3000. Ok. Bon, on est une toute petite minorité. J'ai vu un AS400 chez un client il y a quelques mois, ça faisait des années que j'en avais pas vu, pour pas dire des décennies. C'est quelque chose qui a quasiment disparu aujourd'hui, mais qui est toujours visible à l'intérieur de la société. Donc, il ne faut pas perdre de vue que les gens qui sont des gros décideurs, excusez-moi, les gens qui sont des gros décideurs en informatique à haut niveau, raisonnent encore selon des critères qui correspondent à cette ancienne informatique. L'informatique qui a été brillamment décrite à plusieurs reprises ici, par plusieurs biais, c'est une informatique personnelle qui est rentrée dans l'entreprise, par la petite porte. Il ne faut pas s'étonner que beaucoup de gens ne soient pas formés du tout, y compris chez des professionnels. Donc je parle d'informatique professionnalisée parce que c'est tout simplement le pied dans la porte que le Mac, Atari à son époque, le PC, Windows, sont rentrés petit à petit. Ils n'étaient pas du tout pris au sérieux par les professionnels. L'informatique elle-même. La plupart du temps, on oublie simplement d'en donner la définition. Je vous assure que maintenant, je consacre 1 à 2 heures de clarification dans tous mes cours d'administration que je commence. On a la chance d'avoir une langue dans laquelle il y a des néologismes qui sont efficaces. Je ne suis pas un grand défenseur du français ou de la belle nation française, surtout en ce moment, mais pour la langue, on a quelques petits avantages en matière de technique parce qu'il y a une culture technique assez ancienne. Informatique, traitement automatisé de l'information ou traitement automatique de l'information, vous trouverez les deux développements. Si on regarde chez nos plus proches voisins et les langues les plus utilisées en Europe en matière de technique, tout le monde connaît IT, Information Technology, qui est extrêmement large, qui a l'avantage de couvrir un large spectre à l'heure actuelle. Chez nos amis allemands, qui sont généralement assez organisés, ça a été dit ce matin, Elektronische Datenverarbeitung, c'est tout simplement le traitement, électronique des données. On retombe à peu près dans la même chose, on a vu ce genre de cycle à une époque en France. Tout ça fonctionne avec des ordinateurs. Je vous assure que quand vous demandez à des gens qui sont administrateurs de gros parcs ce que c'est qu'un ordinateur, la plupart du temps, vous avez des réponses qui partent un petit peu dans tous les sens.
Je dis ça parce qu'il faut bien comprendre que si les administrateurs ne connaissent pas ces définitions-là, les utilisateurs les connaissent encore moins. Ce qui fait que plus personne ne sait véritablement pourquoi on utilise un ordinateur, ni à quoi ça sert. On va essayer de clarifier ça très rapidement. Computer, dans la plupart des langues, vous le rencontrez dans un nom de langue absolument incroyable, c'est un calculateur en français. C'est un terme qui était encore utilisé il n'y a pas si longtemps et qui est encore utilisé pour les supercalculateurs. En vérité, on utilise très peu d'applications véritablement numériques. À part quelques étudiants en maths, quelques étudiants en physique, en statistique, etc., vous verrez relativement peu de gens qui passent beaucoup de temps là-dessus. Par contre, ils passent leur temps à calculer, à utiliser des grosses machines à calculer. C'est avant tout l'ordinateur, une machine à ordonner. La plupart des gens perdent ça complètement de vue. Le problème, c'est que quand vous parlez avec des décideurs dans des TPE, PME, ils ont beaucoup de mal à se rendre compte que l'informatique n'est pas juste un poste de dépense et que c'est quelque chose qui est un outil qui est là pour les aider. C'est un constat quotidien, malheureusement, ça ne va pas en s'arranger. Sachez que sans léonologisme, nous parlerons latin. Ça, c'est des proches qui engueulaient Louis le Prince Ringuet, membre de l'Académie française. C'était plutôt pas mal placé. Je vais me permettre un néologisme qu'on utilisera pendant une slide, hein, je ne vous demande surtout pas de le retenir. Je parle de documentique ici, parce que si on demande aux gens en quoi consiste l'informatique, ce qu'ils gèrent au quotidien avec leur informatique, ils ne savent pas. C'est un petit peu comme si vous voulez faire des maths sans connaître un théorème, si vous voulez faire du français sans connaître la grammaire ou des choses comme ça, au bout d'un moment vous serez bloqué. C'est juste une fatalité. Documentique plutôt qu'informatique, tout simplement parce que le document est l'unité de mesure de l'information au niveau auquel nous travaillons. Nous tous, même en tant qu'administrateurs, même en tant que développeurs, qu'on soit spécialisé, pas spécialisé, qu'on attaque par le biais des polices, par le biais des MDM ou de je ne sais quel autre sigle, on utilise sans arrêt des documents. On utilise des applications pour les créer et pour les modifier. Elles sont situées au même niveau d'abstraction que les documents. Évidemment, comme au bout d'un moment il faut ordonner, le rangement hiérarchique est indispensable, c'est le rôle des dossiers. Ça peut paraître incongru, mais est-ce que quelqu'un a utilisé... Oui, il y a quelqu'un qui a utilisé le tout premier Mac. Et AFS. Qu'est-ce qu'il avait de particulier, le tout premier Voilà. Et le reste était un faux, c'était juste une simulation de niveaux multiples. Ça peut paraître débile, mais à l'époque, personne ne voyait véritablement l'utilité de multiplier tout ça. Un petit peu comme l'époque où on estimait à quelques dizaines le nombre de machines qu'on pourrait vendre sur la planète. L'informatique personnelle, ce sont des concepts qui se sont étendus depuis les années 90, qui ont été bien évoqués déjà aujourd'hui ici, à l'informatique que j'ai nommée professionnalisée. On y trouve des documents, des applications, des dossiers, les trois interagissent, et la totalité de ce qui se passe sur nos machines peut être décrite par ce biais. Au début, quand on fait tout à la main, si c'est juste pour la machine du beau-frère, ça pose pas de problème. Quand on commence à avoir beaucoup de beaux-frères, ça devient très compliqué. Heureusement, existe un héros masqué, l'administrateur. C'est le gars qui a repris le rôle pourri, qui avait un de vos vieux tontons, vous l'avez forcément connu, il y en a un dans chaque famille, celui qui sait retaper une boîte de vitesse, celui qui sait changer un amortisseur, tous ces trucs-là. Eux, ce sont les geeks des années 60-70. Les mecs qui ont toujours les ongles noirs, pas parce qu'ils sont crades, hein, ils se lavent les mains 20 fois par jour, mais ils ont la graisse sous les ongles à vie. Parce que ce sont les mecs qui sauvent régler les problèmes des autres. Et au bout d'un moment, ils font partie du problème. L'administrateur, c'est exactement ce qui lui est arrivé. On ne peut pas dire qu'on soit au top du glamour dans la société à l'heure actuelle, malgré la place prépondérante de l'informatique. Il a pris un petit rôle aujourd'hui à mi-chemin entre ce qu'on appelait ingénieur système et ingénieur réseau il y a encore 15 ou 20 ans. Tout simplement parce qu'il fricote un petit peu dans les deux par la force des choses. Les réseaux se sont grandement développés. Il veille au bon fonctionnement des machines et au bon fonctionnement du SI, c'est-à-dire en termes un petit peu plus organisationnels. L'administration personnelle, l'application à l'informatique professionnalisée de concepts issus de l'informatique professionnelle. Là, c'est dans l'autre sens. En quoi ça consiste ? Le gars qui vient des gros systèmes, qui a commencé dans les années 80, il est habitué à travailler avec des machines qui ont à peu près la taille d'un frigo. Les plus grosses machines qu'on avait dans les années 90, qui ont été évoquées ici, c'était les gros Cray 2, les supercalculateurs. C'était des machines qui avaient la puissance du premier iPhone. La puissance de calcul, s'entend. N'essayez pas de calculer la météo nationale avec le premier iPhone, ça risque de pas marcher. Tout simplement parce que c'est une informatique radicalement différente. La disponibilité des postes, c'était le principal problème de ces gens-là.
Ils étaient censés mettre à disposition des gens des postes de travail avec des problématiques qui sont extraordinairement proches de celles qui ont été présentées tout à l'heure par Johan. Mais tout simplement, on a un petit peu l'impression en regardant tout ça qu'on est en train de réinventer la roue. On redécouvre les mêmes problèmes, on redécouvre les mêmes solutions, et on est obligé parfois de mettre des patchs ici ou là, de mettre pas mal de Chatterton, et de faire des choses un petit peu compliquées en logiciel, là où des vieux de la vieille vont vous dire qu'en termes de matériel, c'était assez simple. C'était moins portable, évidemment. La disponibilité des documents dérive évidemment de la disponibilité des postes, et la gestion des droits permet de faire en sorte que tout le monde ne fasse pas n'importe quoi. À l'époque, on travaillait très régulièrement sur des terminaux que vous avez tous vus dans des banques, principalement, mais aussi des PC qui étaient transformés en terminaux. Ça s'est passé à une époque pas si lointaine, puisque l'époque où Linux est apparu, l'époque où Windows a commencé à se répandre, c'est une époque où on utilisait encore couramment, sur des 286 et même des 386, des cartes d'émulation qui étaient capables d'aller sur un réseau et d'aller attaquer un gros système. On avait comme ça dans les entreprises des machines qui avaient la double capacité. Alors, il y a des choses qui ont été des réussites commerciales et des réussites techniques, alors plus ou moins. Microsoft n'est pas forcément toujours apprécié dans les mondes Mac, il faut quand même reconnaître les choses qui sont bien faites. Active Directory est une grande réussite. Ils ont fait des catastrophes en termes de serveurs, ils ont aussi fait avec Active Directory la plus belle version de LDAP plus Kerberos. Donc, LDAP pour l'accès aux services de répertoire. Je rappelle que c'est un protocole, hein, c'est pas un système de stockage en soi. Kerberos, qui est un système qui pour le moment n'est pas encore véritablement pris en défaut en matière d'authentification. C'est la base du SSO. SSO, Single Sign-On, hein, le fait de rentrer dans la plupart des sociétés où vous travaillez sur un PC. Vous rentrez votre nom, vous rentrez votre mot de passe. Parfois, il y a un petit bout de domaine qui traîne par ici. Vous rentrez un mot de passe et par un système de tickets, il y a un ticket qui était représenté tout à l'heure à l'écran, vous avez le droit d'accéder à tous les services pour lesquels vous êtes répertorié. Active Directory a eu un gros succès tout simplement parce qu'il respecte le triumvirat de l'administration qu'on a vu précédemment. Il respecte les règles de base. C'est tout simplement qu'il y a des gens chez Microsoft qui se sont dit que font les gars chez Linux, parce que Linux avait véritablement vent en poupe à cette époque-là, qu'est-ce qu'ils font bien, et si on trouvait lesquels qui bossent bien là-dessus. Et Active Directory a tout bouffé sur son passage, avec un petit plus, il a une capacité à monter en charge absolument phénoménale. C'est pas du tout une fatalité qu'on le retrouve à autant d'endroits à l'heure actuelle, y compris dans des milieux qui ne sont pas spécifiquement Microsoft à la base. Reste derrière la disponibilité des machines. Alors pourquoi je parle de machines ici? Tout simplement que si on essaie de parler un petit peu d'Active Directory, quand on est du monde Mac, surtout si on est un fanboy, il y en a forcément un ou deux dans la salle, c'est « ouais mais Active Directory c'est nul, il y a Open Directory, c'est vachement mieux ». Bon, déjà, que ce soit bien clair, c'est pas le même niveau d'abstraction, pour commencer. C'est le parent pauvre de macOS depuis très longtemps. On a eu aussi des petits soucis d'accès avec ces trucs-là à de l'Active Directory parce qu'Apple a changé pas mal de fois de règles. Encore récemment, je n'ai pas eu véritablement confirmation de tout ça, mais des logiciels que j'utilisais pour ma part depuis 1998 pour l'intégration dans des réseaux Windows NT, ce qu'on appelait Dave de chez Sasby, a été officiellement, parce que ça a été annoncé par Sasby, officiellement totalement intégré à macOS 10 13. J'ai pas encore eu l'occasion depuis de faire des nouvelles intégrations, mais en principe, tout ce que vous pouviez faire en matière d'adaptation d'un schéma Active Directory, enfin du schéma LDAP d'un Mac à un schéma Active Directory, en principe est totalement pris en charge par le système. Vu le nombre d'en-principes qu'on a eu depuis les 40 dernières années, on va y aller très doucement. Le parent pauvre de macOS, pourquoi? Parce que macOS 10 Server, qui était un excellent produit à ses tout débuts, il laminait la concurrence au début des années 2000. En termes de performance, c'était même très impressionnant. On se demandait un petit peu comment il faisait, parce que le système lui-même n'était quand même pas en foudre de guerre. Malgré ça, ça fonctionnait très bien. Et puis petit à petit, ils se sont mis à se disperser, à faire un petit peu n'importe quoi. Avec une conséquence directe que connaissent tous les administrateurs qui ont utilisé macOS 10 Server, les machines, ils avaient un petit peu oublié de les intégrer. On a eu ce fameux Workgroup Manager, sans lequel on ne pouvait pas travailler de fait si on voulait utiliser les machines en tant qu'entité, et au bout d'un moment, ils ont fini par le larguer, ça fait quand même quelques versions qu'on est obligé de travailler sans, et soit il faut tout faire à la poigne, soit il faut laisser tomber ça, soit on fait comme tout le monde, on se met sur un Windows Server, on fonctionne avec LDAP en se disant ça le client il connaît, ça le rassure, et ça suffira comme ça. La question ne se pose plus, macOS 10 Server est en train de mourir,
Dans 2-3 ans, on n'en parlera sans doute plus, et l'affaire sera réglée. Même Windows Server, pourtant, traite à minima cet outil-là. Et c'est pourtant le cœur d'un SI basé sur des services. Vos services, quels qu'ils soient, vont toujours fonctionner sur une machine. Si vous avez une personne et des services, s'il n'y a pas une machine d'un type quel qu'il soit, ça peut paraître débile de le dire, mais je vous assure qu'en matière de décision, il y a beaucoup de gens qui l'oublient. Johan parlait fort justement tout à l'heure de ressources humaines. On n'entend jamais parler de ressources humaines, on entend rarement parler de juridique dans des conférences de ce type-là, alors que c'est absolument la base. Je parle très souvent de comptabilité avec mes clients, et c'est par ce biais-là que j'attaque beaucoup de clients en matière d'administration informatique. En leur disant, votre prochain SI est déjà payé par votre comptabilité, mais ils n'en savent rien. Et il y a des outils qui sont à la fois techniques, à la fois décisionnels, à la fois comptables, qui leur permettent de mettre ça en valeur. La gestion des droits, on a pris en plus un petit coup. Alors, dernièrement, on a eu un petit souci qui fait une grosse dichotomie entre les PME et les TPE. Les très petites entreprises sont confrontées à un problème. Ils n'ont pas un rond pour tous ces trucs-là. Et dans l'idéal, si les machines pouvaient durer 20 ans et que l'administrateur était bénévole, ce serait quand même la moindre des choses. Je suis d'accord. Le petit souci qui se pose, c'est que tout d'un coup, on est passé de sociétés qui étaient un petit peu paternalistes en termes de gestion informatique à des sociétés où est arrivée une nouvelle génération. Alors là, je parle pour les vieux, qui sont en grande majorité, à ce que j'ai compris dans la salle. On est la dernière génération valable, comme toutes les générations qui nous ont précédés. Beaucoup se plaignent en formation, beaucoup se plaignent du point de vue de leurs stagiaires ou leurs apprentis en disant « on a énormément de connaissances superficielles ». Je ne jette pas la pierre aux jeunes parce que j'en ai aussi en formation très régulièrement. Il faut se mettre à leur place. Les systèmes changent tous les 3 ans, 4 ans. Il y a une nouvelle plateforme qui arrive et qui balaye le reste. Allez leur parler d'historique, allez leur dire est-ce qu'on pourrait retrouver un mail de 2003 pour voir si on n'avait pas eu déjà des problèmes avec ce fournisseur-là. Ils vont vous regarder, bon, s'ils étaient nés déjà, et ensuite ils vont simplement vous dire mais à quoi bon? On s'en fiche complètement puisque le mail s'est totalement dépassé, plus personne ne l'utilise. Ben oui, mais en entreprise, c'est malheureusement quasiment une obligation légale si vous voulez avoir la paix. Parce que si vous faites tout par WhatsApp, bon, jusqu'à il y a 2 jours, ça allait. Mais là, ça devient un tout petit peu plus complexe et je pense qu'il va y avoir des réveils un tout petit peu pénibles sur cette partie-là. Quant aux gens qui se sont dit, prenons le WhatsApp de Microsoft, Skype, pour ceux qui ont tenté l'expérience d'avoir du tout cloud avec du Link et compagnie, normalement, vous avez déjà arrêté. L'administrateur nouvelle formule, c'est quelqu'un qui n'a jamais étudié l'informatique, qui n'a jamais regardé un manuel, qui ne s'est jamais penché sur quoi que ce soit, qui utilise les trucs qui marchent et qui évite les problèmes. Ce qui fait qu'au final, on est un tout petit peu embêté, parce qu'il a tout d'un coup des prérogatives qu'il n'avait pas avant. J'ai eu le cas il y a quelques temps, avec des applications qui ne fonctionnaient que sur une version très spécifique du système, évidemment un tout petit peu ancienne, pas question d'investir dans une nouvelle version. Et la personne était tout simplement, un stagiaire évidemment, en train de cliquer pour installer une nouvelle version de macOS, dont je ne voulais absolument pas dans la société. C'était la version 10.12, qui était la plus catastrophique en réseau depuis la 19, de sinistre mémoire. Et la personne allait cliquer sur OK. J'ai juste eu le temps de l'arrêter. Pourquoi? Parce que la personne voulait avoir le nouveau système qui permet de faire varier la luminosité en fonction du soleil parce que ça me dérange. Autrefois, on ne se serait pas tellement posé la question. C'était pas possible. Bon, on ne peut plus taper sur les stagiaires, tu couperas ça. Mais avant, on ne se posait tout simplement pas le problème. C'est que ces personnes ne pouvaient pas faire ça. Aujourd'hui, sur des machines qui ne sont pas gérées par un système de MDM solide, avec des GPO corrects, qui ont été organisés en amont, pour lesquels il y a eu des vraies réunions avec des vrais décideurs qui passent du temps et qui font leur devoir, vous êtes livré à vous-même. Et en tant qu'administrateur, s'il y a un pépin, c'est sur vos pieds que ça retombe. Et pour ça, ça a été le plus beau coup de l'arnaque d'Apple, c'est la capacité, avec l'identifiant Apple, d'installer des applications. Ils sont partis du principe que toutes les applications qui étaient sur l'App Store étaient impeccables. On en sait un petit peu plus maintenant, c'est pas encore ça. Alors, Apple n'est pas au fond du trou, Apple n'aura pas disparu dans 2 ans comme c'est le cas depuis 20 ans, on nous lance tout le temps. S'ils sont ni à la place de Zuckerberg, ni à la place de Microsoft dans ces mauvais jours, malgré tout, on n'est pas du tout à l'abri d'une catastrophe. Ça a même été dit ce matin, généralement, on peut considérer que c'est juste une question de temps. Et quand on voit avoir une catastrophe au niveau des identifiants Apple, je peux vous garantir que ça va faire mal. J'ai vu une machine qui est passée du mauvais côté
des identifiants Apple qui s'est retrouvé avec un identifiant Apple qu'il n'aurait pas dû avoir pour des formations directes chez Apple, je peux vous garantir que c'était un souk phénoménal et que ça remuait beaucoup de monde. Quand ça va concerner des centaines de millions d'utilisateurs, il va peut-être falloir revoir un petit peu la stratégie. Les portes de sortie qui s'offrent à nous. Alors, si vous êtes totalement allergique à Microsoft, si vous ne savez pas utiliser Active Directory, vous avez encore la possibilité à l'heure actuelle du NAS. Le NAS ne fait pas tout, mais par rapport à une TPE ou PME, on va dire que c'est certainement le meilleur compromis à l'heure actuelle en matière de rapidité de mise en œuvre, en matière d'applications disponibles. On va dire que les deux plateformes qui se défendent le mieux en matière d'offres sont Synology et QNAP. Il y en a quelques autres qui essaient de percer derrière, mais ils ont du mal quand même, parce que leurs stores sont maintenant bien fournis, et c'est vrai qu'on peut faire avec des choses, je ne veux pas dire qu'il était impensable il y a quelques années sur l'équivalent d'un NAS, mais c'est quand même un phénomène relativement nouveau. Pour les TPE-PME, globalement, il n'y a plus tellement d'autres solutions avec la mort annoncée de macOS Server. Il y a des systèmes de MDM, quelque part macOS 10 Server en faisait partie. Les systèmes de MDM, on retombe sur des problèmes de budget et surtout des problèmes d'appréciation du business par les sociétés elles-mêmes. Elles ne se voient pas utiliser des outils qui sont pour elles totalement disproportionnés par rapport à ce qu'elles ont besoin de faire. Tout ce qu'elles veulent, ça a été dit et c'est totalement exact, elles veulent juste que ça marche. Mais elles ne sont pas forcément prêtes à faire tout le nécessaire. Le cloud, c'est à la mode. On a connu quoi comme mode? On a connu la micro-informatique, on a connu le multimédia, on a connu le web 2.0, maintenant c'est le cloud, et ça aura encore changé, on a eu les blogs, on a eu tous ces machins-là. Généralement, c'est à peu près toujours les mêmes outils, ça n'a pas changé grand-chose. Sauf que le cloud, je ne sais pas pour vous, alors là ça dépend un petit peu de l'appréciation de chacun, mais ça pose un problème qui a été évoqué tout à l'heure avec des problématiques de machines qui sont totalement stand-alone. Pour moi qui ai eu à travailler comme journaliste dans beaucoup d'endroits, c'est pas seulement inhospitalier, c'est totalement littéralement coupé du monde, c'est un petit problème. À partir du moment où on est obligé de se connecter pour faire quelque chose, pour récupérer ces infos, mais parfois même simplement pour réactiver un logiciel, vous êtes en train de faire un safari photo au fin fond de l'Afrique, vous n'avez pas du tout envie d'avoir un moment un message qui vous dit « Ah ouais là, mais ça fait trop longtemps que vous n'êtes pas connecté au serveur Adobe, là il faudrait... Non, ça ne va pas être possible d'utiliser... Non, il faut retourner à Nairobi pour avoir une connexion Internet, sinon vous ne pouvez pas utiliser votre logiciel. » Ça aurait aussi fait rigoler il y a quelques jours. Si vous suivez un petit peu l'actualité Adobe, et je pense que vous êtes tout un petit peu au fait, maintenant on commence à savoir exactement de quel côté leur tartine est beurrée. Donc on est passé de la théorie à la pratique. On est passé dans un monde, un monde à la Trump, qui est en train de nous tomber dessus sur l'informatique de TPE et PME. Ça va être très 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 difficile à gérer. Ça a été dit ce matin, le réveil sera parfois douloureux. Oui, c'est vrai dans plusieurs domaines. Là, on va avoir beaucoup de mal. La virtualisation a été vue aussi comme une possibilité d'arranger un petit peu tout ça. On retombe sur le même problème que le cloud. Si vous perdez votre connexion, pour moi, les pertes de connexion, ça représente à peu près 20% des appels de mes clients. On peut rajouter encore 10 points pour les appels qui ne sont pas directement des pertes de connexion, mais des pertes d'accès à un service, la connexion étant par ailleurs encore en état de marche. Ça fait en gros un tiers des gens qui, s'ils avaient tout sur le cloud, et j'en ai eu certains clients qui ont insisté pour ça, des gens qui ne peuvent plus travailler du tout, qui parfois perdent la totalité, y compris la téléphonie fixe. Qu'est-ce qui vous reste? Le téléphone mobile. Alors, qui est soit super géré, soit pas géré du tout. En tout cas, généralement, il n'est pas intégré au service de l'entreprise, dans ces cas-là, et il ne vous permet pas d'accéder aux ressources dont vous avez besoin. Quand vous avez 2 jours sans téléphone d'entreprise, ça devient un petit peu chaud quand même pour bosser. L'abstraction et l'administration. Alors, ordonnancement et organisation, je vous en parle au même moment, tout simplement parce que si on reprend les problématiques évoquées, comment faire pour gérer au mieux son informatique? Mais déjà, il faut savoir un minimum ce à quoi on a affaire. Ça a été dit ce matin, et c'est malheureusement un effet de bande, mais ça a été souligné en ces termes-là, c'est que beaucoup de gens ne connaissent pas du tout leur système d'information. Est-ce que vous avez une idée du pourcentage de machines dans les data centers dont personne ne sait à qui elles appartiennent? Trop, oui. Essaye un chiffre plutôt qu'un adverbe. Entre 10 et 15. Ça vous surprend qu'à moitié parce que vous êtes du métier, vous avez peut-être déjà lu les chiffres à droite ou à gauche, ou vous dites tout simplement, bon, le nombre de cons que j'ai vu la semaine dernière, j'ai vu 10 personnes, il y avait au moins un vrai con, donc c'est un petit peu ce qui se passe. En fait, très souvent, c'est simplement pour des questions de rachat, de regroupement et d'autres choses qui font que plus personne n'est au courant des projets qui étaient en cours.
On revient à la problématique dont parlait très bien Johan ce matin, qui se pose manuellement et qui se pose automatiquement à plus grande échelle, qui hérite des données quand quelqu'un change de société. Alors effectivement, ce serait génial si tout était bien géré. L'expérience qu'on a au quotidien, je pense qu'on l'a tous vécu, voire on le vit encore, c'est que déjà pour être au courant que quelqu'un est arrivé dans la société et n'a pas simplement renommé la petite maison avec l'utilisateur, déjà c'est « vous êtes qui vous ?» On n'est pas au courant. Et les données héritées, ah bah non, mais moi j'ai vidé la corbeille, hein, c'est parce que voilà, c'est tout. Hein. Puis bah, faut compter sur vos sauvegardes. L'ordonnancement et l'organisation, c'est la première des choses à mettre en place. C'est quelque chose qui, en termes de prise de conscience de l'existence du système d'information, on en est véritablement là, auprès des TPE et PME, va les réveiller. Ça leur parle un tout petit peu parce que vous sortez un petit peu du domaine technique. Vous leur montrez des plannings, vous leur montrez de la feuille Excel. Il y a quelques années, en cours, je disais, bon, ben, le premier logiciel à maîtriser pour faire de l'administration correctement, c'est Excel. Quand les Apple ID sont arrivés au départ et qu'ils ont été vus comme relativement incontournables, Excel était totalement incontournable. Parce que sinon, vous étiez paumé en 3 semaines, même sur un parc pas tellement étendu. Donc il fallait faire gaffe, surtout en multi-utilisateur. La factorisation, c'est ce que vous pouvez faire une fois que vous êtes arrivé au stade où vous avez une idée à peu près claire de ce qui se passe. Vous vous dites, ben, tiens, tel truc, on pourrait l'organiser comme tel autre. Vous pouvez commencer à créer vos entités. C'est de la factorisation au sens algébrique du terme. C'est pas véritablement sorcier, hein. Ça consiste simplement à se dire, c'est pas la peine de réinventer la roue, si tel truc marche comme tel autre, on va les faire fonctionner de la même manière. Et on arrive, du même coup, à une dépersonnalisation de la notion d'informatique. C'est quasiment là le nœud du problème. C'est très proche de la notion de RH, c'est très proche de la notion, on va dire, de one-to-one. On fonctionne quand même avec des êtres humains, c'est pas marrant tous les jours, mais la plupart du temps, on s'y fait. Et on fonctionne avec des gens qui ont des problèmes, qui nous appellent, qui nous font confiance ou qui nous détestent. Mais on est obligé de travailler avec eux, quoi qu'il arrive. Donc il faut quand même arriver à avoir une relation qui est à peu près correcte. Si vous avez une dépersonnalisation du fait que tout se bureaucratise, vous perdez ce contact. Vous perdez ce contact, vous perdez la capacité d'avoir une remontée d'informations solide du terrain, et en même temps, vous perdez votre capacité, vous, à faire descendre de l'information en montrant 2-3 trucs à telle ou telle personne qui n'est pas trop manchotte, et qui va pouvoir éviter de refaire 20 fois la même bêtise, et qui va peut-être éviter à son voisin de la faire aussi. Ça, c'est en train de disparaître. On est en train de retourner dans une logique de grand système de ce point de vue-là. La bureaucratie, c'est le dernier stade, c'est la décadence dont parlait Jacques Brel. C'est véritablement le dernier stade. On arrive à une bureaucratie complète. C'est un petit peu ce dans quoi nous a poussé la politique généralisée maintenant du compte. Vous voulez regarder la météo, il faut créer un compte. Vous voulez regarder un film, vous voulez regarder YouTube. Dans plein de cas, maintenant, il faut créer un compte pour faire tout et n'importe quoi. Et ça en devient totalement insupportable au niveau personnel et ingérable en tant qu'administrateur. Alors je vous laisse imaginer pour les gens qui font de l'autogestion, encore une fois, sur les TPE, PME, c'est la règle. Vous êtes simplement là pour quand ils ne sont plus capables de gérer et que l'eau est véritablement en train de couler. Qu'est-ce qu'on peut faire? Leur montrer des outils qu'on connaît, je vais en rappeler certains ici, vous n'êtes sans doute pas tous administrateurs. Je vais vous faire remonter ici ma propre expérience, chacun a la sienne derrière, mais j'espère que certains de ces outils, si vous ne les connaissez pas, pourront vous être utiles, et il y en a en particulier qu'on abordera sur la fin, qui permettra de regrouper un petit peu et de refermer ce sac. On a des outils basiques et fiables. Vous avez sur le Mac TextEdit, vous avez le terminal. Normalement, un administrateur puriste doit vous dire que déjà TextEdit, c'est un petit peu trop, et normalement le terminal. Alors, il est soit VI, soit Emacs. Hein, c'est Lyon ou Marseille, il n'y a pas de milieu. Si vous utilisez beaucoup TextEdit comme moi, bah, c'est pas en mode texte. Bon, vous pouvez faire du .txt avec, mais ça fait du RTF par défaut. Puis RTF, c'est du Microsoft, etc. En façon, une véritable catastrophe. Avec ces deux-là, on fait déjà pas mal de choses. Bravo. Entre les anciens puristes et les nouveaux puristes, on va avoir des conflits effroyables. Quand vous montez un petit peu en gamme, vous tombez dans de l'outil plus propriétaire et plus exclusif. Alors, propriétaire, toute proportion gardée, on est dans un milieu déjà fermé en tant qu'utilisateur d'Apple. Il ne faut pas se voiler la face. Apple voilà, voit midi à sa porte, dans beaucoup de cas, et défend son beefsteak avant tout, pas toujours de manière très très clean. Et à l'extérieur, il nous reste encore une autre petite porte de sortie, c'est tout ce qui est libre. Alors, le libre, on l'a vu aller et venir. Tous ceux qui sont dans la partie graphique, on a été nombreux sur le Mac, on a tous fricoté un moment ou un autre avec la presse ou la création ou l'édition ou des métiers comme ça.
Vous avez tous entendu parler de GIMP, vous avez tous entendu dire qu'il allait remplacer Photoshop dans les 2 ans, et il l'a remplacé exactement au moment où Apple a fait faillite. Voilà, donc la chose est dite. Au moment où Linux est arrivé sur le desktop. Exactement. D'ailleurs, Ubuntu, aujourd'hui, a une part de marché de 1, 2, 3, 4. Sur les doigts d'une main. Plein, vachement plein. Alors, de quels outils parle-t-on? Déjà, on va parler de type d'outils, parce que je vais essayer de vous amener, dans le sens de lecture ici, à comprendre un petit peu comment tout ça, finalement, est une espèce d'historique très très lente, une espèce de tectonique des plaques de l'administration, un truc qui se passe en sous-main, qu'on ne voit pas, mais qui se précise petit à petit. Au départ, le texte, c'était la norme. Il n'y avait pas d'autres moyens. Tous ceux qui ont commencé à faire du web à une époque reculée le savent. C'était tout à la pogne. Puis on est passé, à un moment, à faire du web. On a commencé à utiliser du web statique. Et il y en a qui se sont dit, tiens, c'est pas con pour administrer les machines de la boîte, ou pour mettre à disposition les numéros de téléphone, etc. On utilisait déjà depuis longtemps les tableurs. Mais les tableurs n'étaient pas encore très très utilisés en matière d'administration, parce que l'administration, c'était le travail de quelques gars qui bossaient dans leur coin, et qui bossaient plutôt en mode texte la plupart du temps. Et puis le web dynamique est arrivé, et on a commencé à gagner à la fois en complexité et en vulnérabilité. Qu'est-ce que j'appelle la vulnérabilité? Est-ce que quelqu'un ici a déjà mis en œuvre un PRA? Non, mais quelqu'un de normal. Une infime minorité. Ça veut dire que les autres, vous bossez bien, il n'y a jamais eu besoin de mettre en œuvre un plan de reprise d'activité dans les sociétés dont vous vous occupez. Le plan de reprise d'activité, c'est le document, c'est la procédure absolue en disant comment on fait pour se remettre au boulot le plus rapidement possible en cas de catastrophe. Le PRA contient beaucoup de choses, potentiellement, et notamment toutes les sous-procédures qui permettent d'aller attaquer les différents outils, qui vont vous permettre de retrouver vos mots de passe, qui vont vous permettre de rappeler les éditeurs, qui vont vous permettre de débloquer des trucs qui ont été bloqués parce que c'est plus le bon numéro de machine, parce qu'elles ont été piquées, brûlées, noyées ou je ne sais pas quoi. Et là, vous allez commencer à galérer si vous avez des outils qui sont trop fermés. Soit vous allez être pris dans un gridlock, ça a été évoqué tout à l'heure avec des histoires de certificats pour avoir un certificat, soit vous allez avoir des problèmes parce que pour avoir les coordonnées de la société qui va avoir l'outil indispensable, tout est numérisé, il n'y a plus rien, vous n'avez plus rien sur papier. Et là, il faut se poser la question, et généralement c'est à ça aussi que sert le PRA en tant que document qui doit être au coffre. On a parlé de coffre-fort encore aujourd'hui. Le coffre-fort, c'est pas une blague. S'il n'y en a pas dans la boîte, il faut vraiment faire acheter un. Ça coûte que dalle, un coffre-fort. Mais c'est au moins un truc dans lequel personne n'ira piquer par erreur. Et qui est ce document, qui va vieillir, qui ne sera pas assez à jour, tout ce qu'on veut, mais qui aura déjà le mérite d'exister. Parce que là, vous aurez au minimum quelques mails, quelques numéros de téléphone qui vont un jour vous sortir de la boue très très rapidement. Sinon, c'est quasiment mort sur des systèmes trop complexes. Parce qu'après, vous tombez sur du SGBD, alors, deux cas, du propriétaire ou de l'ouvert. Le propriétaire, c'est génial. Ça veut dire que la société a les moyens. Vous êtes dans une PME, mais c'est une PME qui bosse dans le luxe, et vous avez un budget de malade. Super. Donc ça, c'est très bien, il y a quelqu'un qui va venir faire le boulot à votre place. Si vous avez un SGBD ouvert, vous allez vous rendre compte que le MySQL n'a pas été mis à jour depuis je ne sais pas combien de temps, que la moitié des tables sont droppées, qu'il y a la moitié qui sont inaccessibles, que la sauvegarde n'a jamais été vérifiée, et généralement, vous vous retrouvez avec 2-3 tables dont vous avez une copie dans Excel, et puis le reste, vous reprenez votre MCD, puis vous essayez de réinventer les données qui manquent. Et puis généralement, ça ne marche pas. Des sociétés qui ferment pour perte de données, j'en ai connu qu'une. Elle a fermé. Elle a fermé, et ça a coûté très très cher aux créateurs de l'entreprise. Et c'était, au tout début, on parlait de Mac OS 30 et de choses comme ça encore à l'époque, donc c'est assez reculé. Malgré tout, la réalité était là, c'est pas de la théorie. Ça peut arriver, sur les catastrophes, entre les histoires de catastrophes naturelles, les histoires de terrorisme, etc., il y a des sociétés qui ont bel et bien disparu, des sous-traitants qui ont disparu, des filiales qui ont disparu, des choses comme ça. Il faut vous poser la question et vous dire, est-ce que mon système d'information, au moins la partie qui est nécessaire pour l'administration, autant pour vous en tant qu'administrateur que pour les décideurs de la société, est-ce qu'il est capable de faire face à une catastrophe? Dans la plupart des cas, la réponse est non, 3 fois non. Il n'en a même pas été question. Au moins, essayez toujours d'avoir une sauvegarde délocalisée. Il y a des patrons qui sont assez sensibles, et j'ai réussi à décider la plupart de ceux qui font le trajet vers le Vexin ou la Normandie tous les week-ends, d'avoir au moins un disque dur avec eux, avec un minimum, un time machine qui va aller se balader à la maison de campagne. Au moins, ils pourront repartir d'une machine à peu près saine en ce qui les concerne. Et le dernier stade, ITSM. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà touché à ces trucs-là? Oui? Un petit mot? Ah, fallait pas lever la main.
Nous, on est en train de le remplacer, mais on en avait déjà un à l'époque qui était open source. D'accord. Qui nous permettait de gérer. Bon, après, c'était beaucoup une CMDB aussi. Tout ce qui est gestion de tickets, de change, d'incidents, request, tout ce qui est device, tout ce qui est reporting, énormément de choses. Un gros tableau de bord. C'est principalement un gros tableau de bord au niveau de l'informatique. C'est là que l'informatique, l'ex-informatique des gros systèmes rejoint en termes d'organisation l'informatique pour laquelle on se bat tous les jours. Nous, contraints et forcés aujourd'hui, on est contraints de rentrer dans une informatique très bureaucratique. Beaucoup plus bureaucratique qu'il y a 5 ou 10 ans. Il y a 5 ou 10 ans, il faut être honnête, on s'amusait sur tout un tas de choses. C'était assez marrant à faire, on faisait des expériences, c'était rigolo, ça allait pas plus loin, et en travaillant bien avec Excel, on s'en sortait très très bien. À l'heure actuelle, si le travail n'est pas fait avant sur Excel, la plupart du temps, on se prend les pieds dans le tapis et ça coûte cher en nuit blanche. Alors, j'avance un petit peu trop vite. ITSM, on va y revenir sur la suite. Je vais vous laisser mijoter un petit peu ça en vous demandant quels sont les manques d'outils, justement, comme le terminal, comme TextEdit. Alors, TextEdit, pas tout seul. La base de ce qui vous sauvera aussi en termes d'administration, c'est la nomenclature. La nomenclature est absolument incontournable en termes de développement. Elle est encore plus incontournable en termes d'administration, tout simplement parce que la notion d'historique devient fondamentale. Aujourd'hui, vous parlez d'historique à un développeur, il enlève ses lunettes, il regarde les grands yeux, il vous répond Git, et puis il va se faire un café. Parce qu'il ne s'occupe plus du tout de ça depuis des années. Les gestionnaires de configuration ont changé tout ça, ça a mis du temps à se mettre en place, mais aujourd'hui, tout le monde ne jure plus que par ça. Par contre, pour les décisionnaires, c'est quelque chose qui est encore totalement d'actualité. Et quand vous avez un historique, ne serait-ce qu'un historique d'intervention chez un client, vous avez intérêt à avoir une nomenclature qui tient la route. Les tags sur le Finder, ça fait longtemps que je teste, je dois reconnaître que c'est assez solide. J'ai fait des grosses migrations, des sauvegardes, des restaurations, des choses comme ça. Pour le moment, je n'ai pas trop paumé. Un petit utilitaire à écrire si quelqu'un a du temps. Tiens, Johan. Je n'ai pas trop le temps de m'en occuper maintenant, mais en gros, ce serait de faire un seul document bidon et complètement vide et d'affecter dessus tous les tags régulièrement d'un système de fichiers. Parce qu'il y a un petit problème, c'est que quand vous migrez tous vos rapports d'intervention d'une machine à une autre, par exemple, les tags sont valables sur votre système de fichiers. Ils ne sont pas forcément valables sur les autres. Et ils ne sont pas forcément pris en compte sur le système de fichiers cible. Donc si vous allez l'exploiter sur un autre Mac, mais que vous vous êtes passé par un autre système de fichiers, c'est la loterie. Là, vous ne savez pas ce qui va être pris en compte ou pas. Les métadonnées, ça va beaucoup mieux qu'il y a 10 ans, mais malgré tout, ce n'est pas encore la panacée. Donc c'est là qu'il faudra être sûr que les tags soient correctement sauvegardés sur un Mac si vous l'utilisez ça intensément. Je travaille avec des centaines de tags pour ma part. C'est un truc que j'ai voulu tester depuis longtemps, depuis l'époque de BeOS, puisqu'ils avaient été les premiers à lancer cette idée-là pour une machine mise sur le marché. C'est un truc qui peut vous gagner un temps absolument phénoménal. Excel, naturellement, pas tellement besoin de le dire, mais on va en remettre une couche. Excel est devenu moins indispensable à un moment. Il était utile a posteriori pour un administrateur. Aujourd'hui, c'est a priori. Si vous connaissez bien Excel, considérez que vous ne le connaissez pas du tout. Offrez-vous pour 10 € une bonne formation sur Udemy ou je ne sais pas quoi, ou le site du zéro. Prenez quelque chose d'honnête, apprenez à faire des tableaux croisés dynamiques et des choses comme ça. Vous allez passer à la vitesse supérieure. Vous aurez une bien meilleure visibilité sur tout ce que vous faites. C'est à peu près indispensable. Et il est suffisamment solide aujourd'hui avec le XLSX. Autant on a eu beaucoup de problèmes avec des fichiers XLS. Le XLSX est robuste. C'est un bon format. Discovery, quasiment le plus indispensable de tous. Est-ce qu'il y en a qui utilisent Discovery ici? Quelques-uns. Il est un petit peu connu. Bon, le Bonjour Browser, quand j'ai vu qu'il évoluait plus, j'ai quand même eu des sueurs froides. Il avait disparu de l'iTunes Store depuis un bon moment. Honnêtement, même en maniant bien la ligne de commande, même en ayant beaucoup d'heures d'Apple Remote Desktop sous le capot, encore des fois, je suis surpris parce que Discovery est capable de récupérer, y compris sur des sites distants. J'ai déjà vu des administrateurs faire des gros yeux parce que Discovery voyait des choses qu'il n'était pas censé voir. Ça fait partie des quelques trucs qui nous servent véritablement au jour le jour. J'appelle ça la trousse de survie. Si vous avez tout ça, vous pouvez bosser. MacTracker, si vous devez gérer un petit pot de parc derrière et voir ce que vous pouvez installer à droite ou à gauche, ça vous le trouverez sur iOS et macOS. Il est loin d'être infaillible. C'est un petit peu le problème de MacTracker. Si vous avez des machines, on va dire, qui ont une origine pas totalement nette, je ne dis pas des machines tombées du camion, nécessairement, mais des trucs de refurb qui reviennent d'on ne sait pas trop où et qui sont passés par 3 ou 4 pièces assemblées, des fois c'est un tout petit peu galère.
Discovery, découverte de services instantanés. Alors, les manquements de ces trucs-là étaient en principe couverts par un très mauvais produit d'Apple et un produit aujourd'hui qui tient à peu près la route, mais qui reste quand même truffé de bugs, il faut bien le dire. Apple Remote Desktop, est-ce qu'il y en a qui l'utilisent ici régulièrement? Ouais, ça c'est... J'ai pas trop besoin de vous faire l'article là-dessus. Alors, de ma propre expérience, et pour limiter justement les bugs en conséquence, surtout quand vous travaillez sur plusieurs parcs, que vous travaillez parfois sur plusieurs parcs, avec plusieurs liaisons VPN sur divers proxys, pour attaquer des réseaux parfois très distants, en plus avec un temps de latence qui n'est pas le même, le DNS, au secours, il s'en sort quand même très mal au niveau des noms DNS dans la plupart des cas, il n'a jamais été intégré, ni Active Directory, ni Apple Directory, ni à quoi que ce soit, ça c'est un gros problème. C'est un manque absolument crucial. C'est-à-dire que Apple Remote Desktop n'est pas capable d'aller attaquer, on ne peut pas l'interfacer directement sur un Active Directory, à moins que j'ai raté une grosse marge dans les préférences dernièrement. Alors tu peux normalement le faire pour après gérer les comptes d'administration, tout ça, tu peux le faire, il me semble. Toi tu parles pour l'inventaire. Pour l'inventaire. Alors, toi tu parles pour l'identité d'accès. Oui, putain. Alors, non, pour l'identité, effectivement, si tu veux le brancher sur un SASO, etc., ça peut être un service comme un autre. Mais effectivement, pour de l'inventaire, c'est pas quelque chose qui peut aller chercher des différents éléments. Ce serait plus logique si on avait tout un tas de Mac qui allaient taper sur un Active Directory, qu'on puisse récupérer leurs informations par le biais de l'Active Directory, que par le biais d'Apple Remote Desktop. J'en veux pour preuve qu'un des premiers trucs que vous demande Apple Remote Desktop quand vous le configurez, c'est une machine qui va être chargée de récupérer les infos pour ne pas surcharger le réseau en permanence. Donc, c'est un outil très riche, c'est un outil très utile. J'ai 3-4 fois moins de problèmes avec depuis que j'ai totalement arrêté d'utiliser le VNC avec. Je veux dire par là que le VNC pour attaquer un PC, il fonctionne, mais il y en a d'autres qui fonctionnent aussi. Et je n'attaque même plus les Macs par ce biais-là. Je prends les infos directement dans les listes, je prends le Finder, commande K, boum, vous avez déjà toutes vos listes qui sont faites pour les machines usuelles, parce que très souvent, ça veut dire que vous utilisez une machine relais sur le site de votre client. Hein, c'est une machine qui va être allumée en permanence, qui va vous permettre, elle, d'attaquer en VNC les autres machines du coin. Du jour au lendemain, ça a résolu énormément de soucis. C'est sans doute pas son point fort, tout simplement. Après, c'est un produit qui évolue plus beaucoup, et ce qui va claquer avec macOS 10, ce serait fort dommage. Tout simplement parce que Apple Remote Desktop est un des meilleurs efforts d'Apple en direction de l'ITSM. Là, il y a au moins une fonction de... Je passe rapidement, puisque vous connaissez le produit en grande majorité. Je passe rapidement sur le navigateur. Hello. Le scanner que vous connaissez, scanner qui est quand même assez bien fichu. C'est pas au niveau de Discovery, mais on fait des choses assez rigolotes avec. Quand vous avez des clients qui ont plusieurs sites et que vous allez taper de telle première adresse d'un réseau à telle dernière adresse d'un autre réseau, ça fait remonter des informations de manière assez pratique et très rapide. Mais mon préféré, c'est... Alors, l'observation est connue. Excusez-moi, c'est des transitions un petit peu lentes. Est-ce que quelqu'un a déjà utilisé ces trucs-là? C'est la base. Figurez-vous que vous êtes des privilégiés. Déjà, beaucoup d'utilisateurs d'Apple Remote Desktop connaissent pas ce truc-là. Ceux qui le connaissent pas tous le terminal. Et je peux vous garantir que sur des gens qui sont des instructeurs d'instructeurs dans le monde Linux, c'est-à-dire qui sont des beaucoup TPS en matière de terminal, quand vous leur posez certains problèmes, j'ai eu un problème très concret à régler avec ça. Société d'audiovisuel, quelqu'un avait amené un disque dur avec des AVI à l'époque. C'était il y a une dizaine d'années. Du jour au lendemain, toutes les machines avaient le stockage en rouge dans Apple Remote Desktop. Évidemment, tous ces trucs-là étaient totalement illégaux et n'avaient surtout rien à faire dans une société de production. Il faut quand même pas... À un moment, il faut être logique. Avec quelques lignes de commande, je vous épargne le détail, hein, vous rajoutez quelques critères de taille si vous avez besoin. Vous dégagez tous les fichiers qui font plus de, mettons, 100 mégas et qui sont en .avi, mais c'est surtout, vous le faites sur toutes les bécanes. Quand vous avez une cinquantaine de machines, que vous voyez tout qui passe au vert sur le stockage, en l'espace, allez, une dizaine de secondes, là vous vous dites OK. Et là vous demandez aux copains qui bossent sur Linux s'ils sont capables de faire ça. Eh ben non. C'est un des trucs sur lesquels Apple est en pointe. Alors regardez bien parce que ça va sans doute pas durer. J'avais mis Dr Folamour en dessous parce que je voyais pas de meilleure représentation de la toute-puissance démesurée, mais il y a un petit peu de ça. J'aurais pu mettre Trump, mais il est moins rigolo.
L'ITSM là-dedans. L'ITSM, finalement, on pourrait presque dire qu'Apple Remote Desktop en est un représentant, une sorte d'approche à la sauce Apple. ITIL? Est-ce que quelqu'un est formé ITIL ici? Ah! Non, mais c'est bien, ça veut dire que l'informatique nous a monté jusque là où on est, et la vieille informatique redescend. L'informatique de décisionnaires, l'informatique des gens qui n'ont jamais touché un ordinateur depuis l'école, et encore, pas la dernière année. ITIL? Petite définition? C'est vaste, change management, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, CMDB pour la partie inventaire des composants, process, on décrit le système d'information, c'est très britannique. Alors, c'est très britannique, c'est effectivement un service, pardon, c'est effectivement une sorte de cahier des charges, c'est une norme britannique, c'est pas NF là-bas, c'est les normes britanniques. Ils ont été ISOisés peu de temps après, c'est du ISO 20000, qui reprend à peu de choses près une des dernières normes ITIL. Après, tout le monde n'est pas exactement d'accord, mais de toute manière, c'est tellement gros que personne n'arrive à le faire complètement. Qui c'est qui est derrière ces trucs-là maintenant? PwC, Accidenture et compagnie, donc vous pouvez être sûr qu'en matière de lourdeur, ils s'y connaissent. C'est une gestion plus organisationnelle que technique, et c'est là que ça devient marrant. Depuis tout à l'heure, je vous dis, mais on passe notre temps à regretter finalement l'informatique ludique dans laquelle on est né, l'informatique ludique qu'on a commencé à organiser. On a tous fait, à notre niveau, même sans faire de tour de table ici, je sais que vous êtes représentants de trucs qui ont fait bouger la France, qui ont peut-être fait bouger l'Europe ou le monde, parce que vous avez participé à tel ou tel projet, qui a fait un grand prix de ceci, qui a fait une découverte de cela, qui a fait un Oscar à droite, qui a fait je ne sais pas quelle fondation à gauche, des trucs qui ont véritablement fait bouger les choses. Et tout ça, ça vient d'une informatique qui était purement ludique au départ. Il ne faut pas l'oublier. Et de très haut, et de très loin, et de très longtemps, nous revient une informatique finalement bureaucratique. C'est le meilleur moyen de la résumer. Hein, si tu m'arrêtes, si... C'est véritablement ça. Il n'y a aucune solution technique derrière ITIL. Non, c'est juste c'est de l'organisation. Purement là. C'est des concepts. C'est des concepts, ce sont des entités. Je parle ici de très lié à la notion d'entité, tout simplement parce que les entités, c'est justement ce qui est limité dans des outils comme Active Directory, et pourtant il n'est pas trop mal loti, et dans des outils comme, Apple Remote Desktop, excusez-moi. Alors, je ne vous fais pas l'article dessus. Est-ce qu'il y en a déjà qui ont utilisé GLPI ici ou qui l'utilisent encore? Je ne vais pas vous faire des captures d'écran à non plus finir. Vous savez utiliser un MAMP, un XAMPP, des choses comme ça, en mettre dans tous les sens, vous savez comment les installer. Le temps de mise en œuvre, si vous prenez les bons didacticiels pour mettre ça en marche, honnêtement, en 5 minutes, vous pouvez avoir la main à la pâte et commencer à jouer avec, en créant finalement ce qui n'est jamais qu'une base de données assez polyvalente, sur laquelle vous allez après passer beaucoup d'heures à chercher le bon plugin qui va vous permettre de faire exactement ce que vous voulez. Et au bout d'un moment, comme vous ne l'aurez pas trouvé, vous ferez comme tout le monde, vous commencerez à l'écrire, vous demanderez à Johan de le faire pour vous. Pour du réel, pour du virtuel, c'est un projet français, faites juste gaffe si vous êtes à l'international. Pour ceux qui n'ont pas goûté le French bashing il y a 15 ans, c'était quelque chose à vivre. Il en reste des traces. Méfiez-vous de ça, le GLPI, rien qu'à cause de ça, n'est pas forcément en odeur de sainteté partout. On va passer rapidement sur ces principes et technologies web. Alors, ne perdez pas de vue ce que je disais tout à l'heure. Les modules sont très inégaux parce que c'est du libre, hein, c'est pour le meilleur ou pour le pire, mais on a aussi un souci de continuité. Quand c'est du libre, est-ce que ça va être repris derrière? Ça demande pas mal de temps et pas mal d'investissement finalement pour s'y retrouver. Alors, à minima, effectivement, pour de la gestion de parc, de la gestion de tickets, ça a été évoqué là-haut, c'est très fréquent. Une saisie manuelle des données, au pire, pour des TPE et PME, ça pose aucun problème. La reprise de la fameuse branche Excel, et quand tout va bien, on peut aller taper sur du LDAP, sur de l'Active Directory, faire de la remontée automatique d'informations, de la même manière que le fait Remote Desktop. Ça, c'est multiplateforme, ça fonctionne assez bien. C'est parfois un peu chiant à mettre en œuvre, c'est parfois un petit peu, on va dire, ça ne vit pas forcément bien les migrations des versions majeures, mais on y arrive à peu près. Et même faire un petit peu de déploiement, et surtout, de l'intégration à la comptabilité. Le premier truc que je dis à tous les gens qui font des cours d'administration, je leur dis, devenez pote avec le comptable, c'est lui qui signe les chèques, et devenez pote avec le directeur juridique. Moi, être pote avec le directeur juridique, ça a sauvé ma couenne dans une boîte. Il m'a prévenu qu'il y avait une charrette qui arrivait. Et une méchante.
Donc ça sert aussi à dire aux gens, mais il n'y a pas besoin de nouveaux budgets, on a déjà tout l'amortissement qui est prêt, c'est discuter avec le comptable, voilà la feuille Excel, voilà le petit dossier qu'on a fait, il est relié, il est propre. Quand vous faites ça, vous vous retrouvez avec des machines qui n'ont rien coûté à la boîte, du point de vue comptable. En conclusion, à chaque projet, son niveau optimal de complexité, c'est pas la peine d'aller sortir du GLPI pour une boîte avec 18-10 postes, sauf si c'est pour vous exercer. Dans ce cas-là, c'est pas mal pour commencer à la main. La traçabilité transcende tous les niveaux d'abstraction qu'on a vus. De la très très grosse multinationale jusqu'à la plus petite entité, même avec un travailleur indépendant. Du moment où vous avez de la traçabilité, vous arriverez toujours à retomber sur vos pieds. Ne négligez pas l'importance des traces papier. J'ai acheté une plaque électrique chez Ikea il y a 10 jours. Petit domino, tout bête. 250 €. La fille m'a donné un conseil très très bon. Elle m'a dit, alors faites gaffe à un truc, c'est garanti 5 ans. C'est garanti 5 ans sur la foi de votre facturette. La facturette a une durée de vie de 2 ans maximum, en thermique. Donc elle m'a dit, vous avez une photocopieuse là-bas, et vous avez une imprimante qui vous permet de refaire, vous avez ça à la sortie chez Ikea, vous refaites tout de suite une sortie imprimante sur du véritable papier. Et ça tiendra 100 ans. Voilà, c'est tout con, hein, mais c'est des choses comme ça qu'il ne faut pas perdre de vue. C'est de la traçabilité de base, mais elle est efficace. Le coût en temps de la surbureaucratisation augmente extrêmement rapidement. Ne perdez pas de vue non plus au moment où vous montez en charge avec des outils de plus en plus lourds. Ça peut coûter très très cher. Dernier point, le libre regagne de l'intérêt face aux abus des abonnements. Bah oui, GLPI redevient intéressant. On revoit des politiques qui ressemblent à celles de Microsoft à une certaine époque où il fallait raquer chaque fois qu'on avait un nouveau poste client, etc. On se disait que c'était révolu. Bah, bienvenue dans le monde Microsoft, FileMaker, Adobe. Vous pouvez continuer, hein, la liste est longue et elle va s'allonger de plus en plus rapidement. C'est bien, moi je sais quel partenaire on aura l'année prochaine. Je pense qu'il y en a qui sont totalement sensibles à ce genre d'argument, et je pense qu'il y a certaines sociétés comme Apple qui ont du mal à entendre un message franc, direct et pas forcément agréable, et il y a d'autres sociétés pour qui c'est tout le contraire. J'ai vécu ça chez IBM il y a pas mal de temps, et ils étaient très contents d'avoir des remontées qui étaient un petit peu rentre-dedans. Bon, chez Apple, ça finira bien par arriver un de ces jours. Je vous remercie pour votre attention, je suis disponible pour vos questions, et je pense qu'on est peut-être un peu pris par le temps. Oui, on peut quand même aller. Merci Erwan. Juste attends. Merci Erwan. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ce qui a été abordé? Oui. Une très simple question. GLPI, tu disais petite PME, bien. Ouais. Si c'est 1000 machines réparties sur 3 sites différents, est-ce que ça fout la merde parce qu'on est en train de l'intégrer? Ouais. Il vaut mieux s'arrêter avant. Est-ce qu'il y a mieux pour ces grosses organisations, ou au final, est-ce que ça fait le boulot? Alors, il y a une question de goût. Pardon. Je m'intéresse. Je voulais pas répondre. Ah, d'accord. Ça monte très bien en charge, tout simplement parce que les technologies sur lesquelles c'est basé, je ne vais pas dire que c'est dur comme du rock, hein, je reviens à mon graphique de fragilité tout à l'heure, on est malgré tout sur quelque chose, vous n'allez pas l'imprimer directement, ce type d'information. Mais GLPI est utilisé par des très très grosses structures au niveau planétaire. Il y a des gens qui rajoutent des skins, qui rajoutent des modules jusqu'au point où ça devient totalement méconnaissable. C'est du costaud. Par contre, il faut prendre toutes les précautions d'usage, les mêmes que tu prendrais pour un site web, puisque finalement, c'est quoi? C'est un site web spécialisé, ni plus ni moins. D'autres questions? Moi, juste ajouter un petit truc par rapport... Il y a des gens qui sont indépendants ici. Moi, je sais qu'à titre d'indépendant, il y a 2-3 ans, j'ai investi, pas de temps, mais surtout très peu d'argent, finalement même aussi, sur une solution de ticketing. Pour le coup, j'ai pris Zendesk. Sans vouloir faire de pub, mais je sais qu'à mon niveau d'indépendance, ça a changé ma vie. Alors des fois on peut se dire ouais mais le ticketing, etc. Les clients préfèrent les mails, ils peuvent toujours envoyer des mails, hein, comme avant. Mais en termes de gestion de suivi, en termes de suivi d'activité, etc., surtout quand on commençait à dire tiens je vais développer mon entreprise, c'est très important d'avoir ce genre de solution sous la main, ça peut vraiment vous changer radicalement la vie, ne serait-ce que pour gérer les priorités, etc. C'est très intéressant. Et ça vous permet de scinder aussi, voilà. C'était My2Sense, vous en faites ce que vous voulez. J'appuie entièrement Guillaume en la matière, tout simplement parce que j'ai testé plusieurs solutions alternatives, y compris des solutions un petit peu plus rentre-dedans. Travailler sur du FileMaker, il a été bon pour ce genre de mise en œuvre. FileMaker maintenant passe aussi en abonnement Exit FileMaker, parce que les tarifs vont être vite prohibitifs. Il y a d'autres types d'abonnements qu'on peut être amené à payer, du genre TeamViewer et des choses comme ça, qui font relativement mal au moment de les payer. Mais il faut se demander aussi combien de temps ça vous a gagné.
Moi, typiquement, je suis passé sur TeamViewer. Je pense qu'effectivement, j'ai gagné beaucoup de temps à côté. Voilà, en temps de déplacement. Après, c'est à vous de voir aussi sur vos budgets, etc. Maintenant, est-ce qu'il vaut mieux payer 500 ou 800 euros à une entreprise chaque année, même si voilà. Mais où vous dire, est-ce que finalement, je gagne beaucoup de temps ou pas? Souvent, on se rend compte que finalement, quand même, on gagne beaucoup de temps et que le temps investi, on le rentabilise très vite, quoi. Ce qui est Voilà, dommage, ça, ce qui est dommage, c'est qu'ils n'intègrent pas la partie inventaire qui existe sur PC. Ah, ils commencent à la faire Ça sur va Mac. venir. Ça y est. Ça va venir. Je crois que c'est arrivé il y a la semaine dernière, je crois. Donc ça y est, ça commence à arriver. Ils ont prévu que la partie backup arrivait d'ici la fin de l'année, je crois. Backup et monitoring. Le monitoring et tout ça, ils sont en train d'intégrer, TeamViewer est en train d'intégrer tout ça côté Mac. Donc oui, effectivement, la petite différence de tarif qu'on avait, sur laquelle on payait le même prix que sur Windows, mais on avait moins d'outils. Là, pour le coup, ils sont en train de rétablir un peu l'équipe, donc ça c'est plutôt cool. Et ils sont en train de prendre en marche le train de l'ITSM aussi, parce que il y a beaucoup de grands noms qui se lancent là-dedans en se disant, dans tout ce grand schéma, il y a une grosse pièce manquante, et Apple Remote Desktop sur Apple faisait qu'il n'y avait pas de demande sur ce marché-là, et tout d'un coup, comme d'habitude, Apple montre un petit peu vers où vont aller ces plateformes-là. Juste un truc, ITSM et BDSM, il n'y a aucun lien. Alors, ça dépend des prestataires. C'est ça. C'était pour être sûr. Voilà. On va couper ça au montage. Très bien, merci beaucoup encore. Ouais. Il y a une question, pardon. Ah mais toi, t'as passé ton quota, toi. De loin, parce que là, on va pas avoir le temps, sinon. Parle fort. Pour parler des abonnements, Oui. nous justement, on revient sur le fait qu'on préfère les abonnements parce que ça nous coûte moins cher aujourd'hui. Donc toi, tu préfères, vous venez sur le fait que vous préférez les abonnements, ça vous coûte moins cher Pour aujourd'hui. une raison très simple, la flexibilité. Aujourd'hui, toutes les licences, on les prend par exemple, en particulier chez Microsoft, avec un abonnement Office 365. Quand la personne vient et qu'elle parte, ça dure 6 mois, ça nous aura coûté 6 mois. Avant, on prenait par exemple des licences Office plein pot, et du coup, si elle partait, c'était terminé. Ouais, On payait plein pot et on n'avait pas de mise à jour, alors, etc. c'est un argument qui est intéressant, effectivement, de dire si je paye que 6 mois, j'ai payé que 6 mois. Après, le truc, c'est que normalement, si tu as quelqu'un qui part, souvent il est remplacé. Donc, de toute façon, la licence te continue à payer Après, très sur souvent. les sociétés, c'est compliqué. Mais après, voilà, c'est des calculs qui sont à faire. Il faut faire des ROI, des machins comme ça, pour voir un petit peu si effectivement ça vaut le coup ou pas. Ce sont des grands débats. Après, dans certaines entreprises, je pense que ça peut être effectivement intéressant. Surtout que Microsoft, aujourd'hui, intègre plein de services aujourd'hui dans ses offres 365. Donc, ça peut être intéressant. Maintenant, le problème, c'est que là encore, mon opinion, je dis pas que c'est mal ou pas bien. Hein. Là, j'ai donné mon opinion et puis on va dire ce qu'il en pense derrière. Le truc, c'est que les abonnements, typiquement par exemple sur Mac, tu as des fonctions que tu n'utiliseras peut-être jamais. En fait, tu sais que tu vas payer le même prix que la licence Office, mais tu n'auras pas vidéo, machin, etc. Donc ça peut-être un petit peu le problème gênant puisque tu payes le même prix avec moins de prestations. Mais ça, c'est... Après, je sais que l'avantage, par exemple, sur Mac, on peut encore aujourd'hui choisir d'avoir une offre Office sans abonnement. Ça, c'est plutôt pas mal. Par contre, typiquement Adobe, ils ont dit maintenant c'est cloud et puis voilà quoi. Ça dépend aussi de la loyauté du fournisseur envers son client. C'est ça. Adobe, cette semaine, s'est fait plusieurs millions d'ennemis sur la planète. Et je pense que les gars qui font les produits Affinity, ils ont dû embaucher 50 personnes cette semaine. Ça, on laisse au marketing. C'est quand même important, c'est-à-dire qu'à partir du moment où du jour au lendemain, avec un abonnement, tu ne possèdes plus tes produits et on peut te couper l'herbe sous le pied et te dégager ça comme on virerait un livre de ta bibliothèque iTunes, ça peut faire très mal. Tu parles du fait qu'Adobe a décidé d'interdire certaines utilisations de certains logiciels, c'est ça? C'est pas moi qui l'ai dit. Non. Alors là-dessus, il y a un problème intéressant, mais ça va voir et approfondir, parce qu'ils n'ont pas expliqué pourquoi. Ils parlent de l'histoire de third parties derrière. Et on peut supposer que ce serait aussi lié à l'histoire de Java et d'Oracle, qui maintenant demandent à faire payer Java. Et j'ai entendu parler de Dolby pour les anciennes versions. Oui, il y a pas premières. mal de choses. Donc, Voilà. Ils auront une excuse de toute manière. Oui. Je m'en fais pas trop pour ça. Au prix des abonnements, ils peuvent. Voilà. Tout ça ne sera pas gardé dans les... Ça change rien au produit. Voilà. Très bien, merci Erwan encore. Merci pour votre attention. Et puis on va enchaîner tout de suite